Bonjour à tous. Je vous propose de commencer. Il est déjà 12h05 et l'idée c'est quand même de tenir le temps. Nous sommes ravis de vous avoir comme public aujourd'hui pour parler de cette thématique qui porte sur l'évolution de l'assurance emprunteur, les dernières évolutions de l'assurance emprunteur. Très rapidement, je me présente, je suis Cheikh Oumar Diallo, je suis directeur chez Foresights. J'accompagne les acteurs du marché sur des problématiques d'assurance de personnes, en particulier sur tout ce qui est assurance emprunteur. J'ai également été membre du groupe de travail de l'IA sur l'ADE. Je laisse Arnaud se présenter. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Moi je suis Arnaud Mézère, donc je suis courtier chez Gallagher Re sur la partie traditionnelle. Je m'occupe des France, Belgique, Luxembourg. Gallagher Re, peut-être vous connaissez plutôt son ancien nom qui était Willis Re quand il appartenait au groupe Willis Towers Watson. Voilà, il faut s'habituer, maintenant c'est Gallagher Re depuis décembre 21. Moi, mon parcours, c'est plutôt en assurance et en banque assurance. Et j'ai rejoint la réassurance assez récemment, donc j'ai une vision un petit peu complète voilà, du marché, j'espère. Et sans plus tarder, je vais vous proposer de vous présenter. Désolé, il n'y a pas de sapiette, donc je suis obligé de faire la navette. Les sujets dont on va parler aujourd'hui, de façon générale, alors c'est un sujet d'actualité qui a mobilisé beaucoup d'acteurs du marché, énormément d'acteurs du marché sur la loi Lemoine. 3/4 d'heure, c'est assez petit pour parler de tout. Récemment, j'avais animé une matinale d'1h30 et c'était encore short. Mais je vous propose de parler dans un premier temps du marché de l'assurance emprunteur, parce qu'il y a un public qui n'est pas forcément, n'est pas spécialisé en emprunteur dans la place. Un petit rappel du contexte réglementaire avec un focus de la dernière loi, de la loi Lemoine. Et puis, on vous présentera une étude d'impact en termes tarifaires, notamment sur un portefeuille moyen du marché. À la fin, on échangera sur le temps d'échange avec vous et puis nous serons heureux de répondre à vos questions. Ok, ben, je vais vous parler de cette première partie. Allez-y, on vient juste de commencer. Bon, l'idée en fait, comme Cheikh le disait, on va parler de la loi Lemoine. Donc pour bien vous permettre de comprendre la loi Lemoine, on va essayer de faire une petite présentation du marché de l'emprunteur. Merci. Alors pour essayer d'être un peu, d'illustrer un petit peu tout ça, voilà, on a pris une thématique un peu peut-être hydraulique, fluviale, ce que vous voudrez. Juste pour parler d'un marché qui aujourd'hui représente 7 milliards d'euros de primes. Alors on se concentre que sur l'emprunteur immobilier. Le marché global de l'emprunteur, il est de 11 milliards. Et c'est un marché qui croît de 3 à 5% par an. Alors ce marché, il croît et on va chercher à comprendre comment il croît. Donc on va partir à la base sur le nombre de logements qui sont vendus chaque année. Vous avez à peu près 1 million en anciens. Alors il y a plein de chiffres et plein de sources là-dessus, mais c'est juste pour vous donner peut-être des idées un peu macro et comprendre un peu tout ça. Donc on a 1 million d'anciens, 1 million dans l'ancien et 400 000 dans le neuf. De tout ça, tous ces biens ne sont pas financés. Et tous ces biens, donc on estime 1,2 milliard d'emprunts. 1,2 million, pardon, et pour un montant chaque année, donc un montant d'emprunt chaque année alloué à l'immobilier qui représente 190 milliards d'euros. Je ne parle pas des renégociations, je parle vraiment juste des nouvelles acquisitions. Encore une fois, sur ce million derrière, tous ne sont pas assurés. Je sais pas si ça... Tous ne sont pas forcément assurés. Et encore une fois, pour un prêt, on a à peu près 1,7 assuré. Donc on n'a pas. Donc on se retrouve finalement en troisième ligne avec 1,9 million de nouveaux proposants à l'assurance chaque année. Et ce marché, en fait, et c'est un peu la thématique, on voit qu'il est captif. Vous m'entendez bien ou pas? J'ai l'impression que le micro marche moins bien. Non, c'est parfait. D'accord. Donc en fait, on voit que ce marché, il est captif, il est chez les banques assureurs. Et il est tellement captif chez les banques assureurs qu'on définit les autres comme des assureurs alternatifs. Une fois qu'on a dit ça, le 85, il n'est pas représentatif du marché de la banque assurance en France, puisque sur l'automobile, qui est un autre très gros marché, la banque assurance représente 15%, et sur la MRH, 25%. Donc quelque part, on voit qu'il y a quelque chose ici qui est très caractéristique du marché de l'emprunteur. Attends, si je peux passer ce slide. Pourquoi je compare à MRH et Auto? Parce que la députée Lemoine, quand elle s'est exprimée sur un plateau, justement comparait les niveaux de marge de ces produits qui sont quasi obligatoires. Alors certains m'expliqueront qu'en effet, ce n'est pas obligatoire, puisque tout le monde n'est pas assuré sur un emprunt, mais c'est une assurance qui est... les caractéristiques de ces trois assurances sont quasiment obligatoires ou obligatoires.
Ensuite, c'est un marché qui est gros. Vous voyez, 7 milliards d'euros pour l'assurance emprunteur, 11 milliards pour l'habitation et 23 milliards pour l'auto. C'est un marché qui est constant, qui est alimenté constamment par des nouveaux biens, etc. Justement, pour reprendre les chiffres donnés par la députée, elle disait voilà, que ce qui revient finalement aux distributeurs, donc aux banques assureurs sur ces produits-là, elle est estimée à 68 sur l'emprunteur, 32 sur l'habitation et 21 sur l'auto. D'ailleurs, si on fait 68%, alors ces chiffres sont peut-être au global des 11 milliards de l'emprunteur, mais qu'importe, si on fait juste, l'idée, encore une fois pour avoir des chiffres macro, si on prend juste 68% de 7 milliards, on voit que ça fait bien plus que les commissions sur l'auto. D'accord? Donc ça, c'était... Voilà. Alors, et donc on a ce marché, on voit qu'il est intéressant, on voit qu'il est gros, on voit qu'il est, il est alimenté régulièrement, et on a une communication qui est un peu hétérogène selon les acteurs. Donc, vous voyez, en fait, vous avez dû entendre lors d'ailleurs du dernier congrès des actuaires, on était le 9 novembre, on a eu l'annonce de Nicolas Terry sur la fin des formalités médicales pour les clients du Crédit Mutuel. Alors, sous condition, je ne rentre pas dans le détail. Ensuite, on avait des communications. Donc là, vous voyez, c'est le logo Massif qui ressort, mais derrière, c'est le courtier grossiste Sécurimut qui appartient au groupe, etc. Surly, vous avez peut-être vu la communication récente dans le métro. Donc on voit qu'on a de la communication sur ce marché, mais en fait, et plus récemment, CNP qui, pardon, pour finir cette slide, CNP qui annonce la fin des surprimes pour tous les nouveaux contrats. Là où Crédit Mutuel, c'est pour le nouveau stock de leur contrat groupe emprunteur. Donc en fait, on voit qu'on a une communication qui est un peu hétérogène, et en fait, parce que tous les acteurs n'ont pas les mêmes intérêts là-dedans. Et donc on va essayer un peu de vous décrire un peu le marché d'une vision personnelle, mais voilà, ça peut être toujours intéressant d'échanger là-dessus. En gros, on voit qu'on a un canal bancaire et on voit qu'on a un canal de courtage qui est alimenté par le grossiste. On a aussi de l'achat en direct. Directement auprès des agents de différents assureurs. Bon, on ne s'est pas focalisé là-dessus dans la presse. Encore une fois, je regarde juste mon temps. Ça va. Ok, donc rapidement sur le canal bancaire. Donc, quelque part, hein, le premier point d'entrée de l'emprunteur, ça reste son conseiller, la banque. Donc, c'est un point d'entrée naturel, pardon. Côté banque, il y a une compétition qui est très forte sur les taux de crédit et sur le fait d'acquérir des clients. Donc, quelque part, il y a une recherche de marge et de récupération de marge au niveau de l'emprunteur, de l'assurance emprunteur. Et le banque assureur derrière, il est aligné sur la stratégie commerciale et sur la définition d'ailleurs des produits qui sont faits d'ailleurs avec la banque. On fera le parallèle après avec le courtage. Et derrière tout ça, en fait, on a le réassureur qui n'est pas forcément visible et connu du grand public, qui initialement, il y a 20-30 ans peut-être, était très présent a toujours été d'ailleurs présent sur la sélection des risques, il était beaucoup plus en contrepartie de quote-part. Et progressivement, le marché, les banques assureurs s'équipant, se professionnalisant, finalement, on voit que, par exemple, le partenariat CNP et Crédit Agricole, il a été terminé en 2018, où CNP n'a plus de quote-part. D'ailleurs, en rassureur, on pense des fois à des noms connus au nom de la place, mais un des plus gros réassureurs d'emprunteurs, c'est CNP à l'époque. Donc là, depuis 2018, plus de contrats CNP en rassurance sur le Crédit Agricole, je le citais. Donc il y a aussi, donc cet acteur, c'est intéressant aussi, il a aussi un intérêt différent, il va avoir des intérêts différents aussi. Donc le parallèle de ça, merci Fitchek. Donc le parallèle de ça, c'est le courtage. Donc si le client il va pas dans son réseau bancaire, il va voir un courtier. Et donc ce courtier généralement, où il travaille avec des assureurs, ou finalement il va se fournir chez un courtier grossiste qui lui offre un panel de produits. Et c'est là le travail que faisait le banquier de définir avec l'assureur son produit contrat groupe. Là, le courtier grossiste va s'assurer que tous les segments, que vous soyez sportif pro ou tous les segments d'âge, les segments soient couverts. Et donc le courtier grossiste, son rôle, c'est quand même de se trouver des contrats qui collent avec tout ça. Il négocie avec ce qu'on appelle donc des assureurs alternatifs, qui sont des assureurs de place. Et ces assureurs alternatifs, ils y trouvent un intérêt parce qu'ils veulent entrer encore une fois dans ce marché qui est rentable. Et derrière, en fait, on retrouve encore les réassureurs qui amènent encore une fois leur expertise sur la sélection des risques,
Donc on dit sélection médicale, mais c'est aussi la sélection des risques, pas uniquement médicaux. Et du coup, quelque part, ils vont sur ce marché-là parce qu'ils peuvent aussi reconstruire un partenariat et récupérer aussi par de la rassurance en quote-part une partie de ce marché-là. Voilà, donc je reste dans ma thématique d'alimentation. J'ai essayé de faire un graphe un petit peu simple. Alors, j'ai pas mis des chiffres sur chacune des flèches. En gros, ce que vous reteniez du graphe, c'est que du schéma ici, c'est que encore une fois, c'est 1,9 milliard. Alors pour le coup, ceux-là, c'est des gens qui ont vraiment eu une assurance. Mais donc il y en aurait peut-être un peu plus de proposants, mais on fait l'impasse là-dessus. Ce qui est intéressant de voir, en fait, c'est que vous allez avoir 3 catégories. Donc je vous ai fait trois couleurs. Entre vert, ceux qui vont rentrer. Alors oui, pardon, je reviens. C'est qu'on alimente de postulants et ce que vous voyez au niveau de la sélection des risques, c'est un filtre en fait qui est opéré sur ces gens-là et on va les répartir dans 3 catégories. Entre tarif normal, certains. Et d'ailleurs, c'est une grande majorité, je n'ai pas de chiffres à vous donner, mais je pense que c'est plus de 90-95% qui vont en tarif normal. Ensuite, vous avez ceux pour qui on déclaré une pathologie, donc où on va exclure la pathologie, on va surprimer, etc. Et ensuite, ceux qui sont... alors, il y a un 3e niveau que je mentionne ici, qui est le niveau ARAS. Mais en fait, quand vous voyez qu'on part d'1,9 milliard, on termine qu'avec 10 000 dossiers chez ARAS, sachant que... Et de ces dossiers, finalement, s'ils vont être acceptés, ils vont être acceptés avec exclusion ou surprise, mais ça en reste une part limitée. Alors, je me suis rendu compte, il manque un petit tuyau à mes cuves, c'est que tous ceux il y a des refus de premier niveau au niveau de la banque, au niveau du banque assureur et du réassureur de la banque, ça c'est les refus de niveau 1 et 2, mais il y a aussi des gens qui, finalement, abandonneront leur projet et vont se retrouver dans ce que j'ai mis en rouge, donc ceux qui quittent finalement le projet d'emprunt. Donc vert, accepter tarif normal, beige, les exclusions sur prime, et rouge, ceux qui sont vraiment sortis de l'acquisition. Voilà. Donc maintenant, je te laisse la parole. Merci Arnaud pour cette présentation du cadre général en fait, du marché de l'assurance emprunteur. Ce dont moi je vais vous parler là tout à l'heure, c'est un petit rappel du contexte réglementaire, parce que c'est très bien d'avoir en fait, des éléments. Ce qu'il faut avoir en tête, en fait, c'est que de façon générale, les lois qui ont été votées, les dispositifs qui ont été mis en place avaient principalement 2 objectifs. Le premier, c'est essayer de favoriser l'accès à l'assurance emprunteur pour des personnes qui ont un certain risque de données. Et le deuxième élément objectif, c'est stimuler la concurrence. Et donc là, vous avez un graphique qui est assez représentatif des principales lois et conventions qui ont été votées ces dernières années. La convention AERAS dont Arnaud a parlé tout à l'heure, c'est un point qui a permis à une certaine catégorie de la population d'accéder à l'assurance emprunteur. Et ces personnes pouvaient notamment emprunter de l'argent, mais pas forcément s'assurer. La loi Lagarde en 2010, elle est venue dans un premier temps pour justement permettre aux personnes de vous assurer, de ne pas seulement choisir l'assurance de la banque. Et donc c'est ce qui a permis en fait de parler d'assureurs alternatifs, on va dire, dans un premier temps. Mais là en 2010, c'était uniquement à la souscription qu'il fallait choisir le contrat d'assurance. En 2014, la loi Hamon a été mise en place, c'est une couche supplémentaire dans le processus de stimulation de la concurrence. On ne restait plus uniquement sur la première année, la date de souscription, mais plutôt l'assuré avait 12 mois, en fait, les 12 mois qui suivent la signature du crédit pour changer d'assureur. Au fur et à mesure en fait, du temps, en 2019, il y a un point très important qui a marqué le marché de l'assurance emprunteur, c'est celui du droit à l'oubli, le droit à l'oubli qui a été mis en place, qui a permis en fait pour un certain nombre de pathologies, je pense notamment au cancer, d'appliquer le tarif normal. Vous vous rappelez tout à l'heure des schémas qui ont été présentés par Arnaud, à savoir le tarif normal, la surprime et ainsi de suite. À partir de 2019, en fait, sur le cancer, notamment, il n'était plus possible, passer 10 ans, un certain délai, à savoir 10 ans, de poser des questions et d'appliquer une surprime, en fait, une surprime médicale. Et il faut noter que on parle de 5 ans pour les personnes qui avaient un cancer avant 18 ans.
Alors, 2017, un grand bouleversement au niveau de l'assurance emprunteur, parce que je sais que c'est un sujet qui a été pris en charge en interne par la plupart des acteurs du marché. C'est l'amendement Bourquin de la loi Sapin 2. Cet amendement Bourquin, il a permis en fait de ne plus rester uniquement sur la première année, mais de se résilier à date d'échéance anniversaire. C'est une notion qui n'était pas connue sur l'emprunteur, mais ça a été mis en place. Et là, en 2022, le dernier grand changement qui nous occupe tous actuellement, enfin la plupart des acteurs du marché, c'est la loi Lemoine, qui touche à la fois la partie un peu, on va dire, convention ARS, le droit à l'oubli, la résiliation infra-annuelle et la sélection médicale. Je vais vous proposer d'en parler un petit peu rapidement parce que c'est sur ces points que nous avons pu faire des hypothèses et faire notre étude d'impact. Merci Arnaud. Sur le droit à l'oubli et la sélection médicale, les objectifs sont simples. Hein. C'est permettre en fait l'accès à l'assurance emprunteur. Donc le droit à l'oubli, on était à 10 ans en 2019. On est passé à 5 ans là maintenant en fait pour 2022 sur les pathologies cancéreuses et également sur l'hépatite C. Il y a une révision qui était de la grille AERAS en fait qui a été mise en place en fait de mars au mois de mai 2022. Et pour la sélection médicale, le gros changement, en fait, c'est la suppression tout simplement des questionnaires, en fait, du questionnaire de santé, sous réserve en fait, de certaines conditions, notamment l'encours assuré. On est sur des montants de moins de 200 000 € en termes de capital assuré. Et l'échéance de remboursement ne doit pas dépasser le 60e anniversaire. En termes de périmètre, c'est un peu pour ça qu'Arnaud tout à l'heure faisait un focus sur l'immobilier. On reste sur des prêts en fait, immobiliers aux particuliers. Pas de prêt professionnel sur le périmètre. Pour les jalons, 2 mars, dès le lendemain de la promulgation pour le droit à l'oubli, et depuis le 1er juin pour le stock et les affaires nouvelles des contrats emprunteurs. Ça va être prêt. La RIA, très gros sujet aussi qui va peut-être bouleverser un peu le business model à ce niveau. À partir du moment où on peut changer d'assurance à tout moment et non plus à date échéance anniversaire, il y a peut-être certaines réflexions qui ont déjà été amorcées mais qui doivent être complétées, notamment sur tout ce qui concerne la fluidité du parcours, du process, du changement. Alors, on ne va pas changer d'assurance comme on change de téléphone, en fait, d'opérateur téléphonique, mais on pourrait être amené à le faire en fait, dans les prochaines années, en fait, dans les prochains mois. Ce qu'il faut noter, point très important, c'est que le droit de résiliation, il est unilatéral. C'est du fait de l'assuré et non pas de l'assureur. Et également, l'assureur, au contraire, il a un devoir d'information. Donc, c'est tous les ans, sur un support donné, qu'il soit électronique ou bien papier, mais durable, il faut qu'il soit durable, c'est le fait qu'ils doivent informer les assurés de leur possibilité de résilier cette assurance. On reste sur le même périmètre et en termes de jalons, les dates clés, le 1er juin, ça concerne les affaires nouvelles. Et le stock, par contre, c'est à partir du 1er septembre. Donc les 7 milliards d'euros de primes qu'on a actuellement pourraient être concernés. Il n'y aura pas de changement immédiat, il n'y a pas un bouleversement total, parce qu'on s'y attendait un peu avec la loi Sapin 2, l'amendement Bourquin, ça a été progressif. Par contre, à ce niveau, il pourrait y avoir un impact à la fois sur les taux de chute, les taux de résil que vous allez observer dans vos différents portefeuilles en fait, pour les acteurs concernés. Et un autre point, on l'a mis en dessous, c'est la communication des 8 ans en fait, de la prime payée et aussi sur la durée totale. Pourquoi cela? Parce qu'avant, on affichait que le montant total payé sur toute la durée des crédits. Pour les acteurs qui connaissent un petit peu le fonctionnement, il y a des lois de déformation qui sont utilisées parfois, qui font que au total, on peut être compétitif, mais la trajectoire fait que les chroniques de primes, en fait, au départ, on paye beaucoup plus pour soit payer des commissions pour certaines choses, et puis limiter le risque de résil, et à la fin, on paye des montants plus petits. Donc là, en affichant la prime sur 8 ans, ça va permettre quand même de monter le vrai caractère compétitif des offres qui sont proposées sur le marché. Et donc, avec toutes ces lois, en fait, ces dernières évolutions, il y a plusieurs effets auxquels on peut s'attendre. Il y a plusieurs effets. On propose une première liste ici. Bien entendu, on pourrait développer parce qu'il y a tout un volet qui peut être développé là-dessus. L'effet d'aubaine, ça peut être une réaction des personnes du marché, des acteurs, en fait, des assurés, en se disant plus de refus possibles. Bien, pour les personnes, bien sûr, qui sont dans la cible moine, qui peuvent remplir ces conditions.
plus de refus possible, j'ai enfin la possibilité d'acheter ma résidence principale, d'être assuré derrière. Donc ça, c'est un effet qui doit être pris en compte. C'est pas dire que les associations d'emprunteurs vont aller toquer au niveau des hôpitaux en disant là c'est bon, la porte est ouverte, vous pouvez acheter. Parfois, c'est le scénario extrême qui est envisagé, mais il y aura un entre-deux, en tout cas, à ce niveau. L'antisélection, élément que vous connaissez tous, à partir du moment où, si par exemple, je suis assuré et j'ai une surprime à appliquer, pourquoi ne pas aller chez un autre assureur à côté qui me proposerait un tarif plus compétitif, mais toutefois sans surprime. Donc, voilà, et avec des niveaux de couverture, bien entendu, équivalents ou meilleurs. La hausse de la sinistralité, c'est mécanique. À partir du moment où on a des personnes potentiellement plus vulnérables, elle peut être observée. Par contre, la question qui doit être posée, c'est est-ce que le prix, on reste sur le même niveau de prix ou par ailleurs on les augmente. L'étude d'impact qu'on a faite permet un peu de matérialiser cela. Un autre point dont on voulait parler qui n'est pas négligé, c'est la baisse des frais de gestion. Dès lors qu'on ne fait plus de sélection médicale pour une partie de la population d'emprunteurs, il y a une baisse de frais de gestion qui doit être prise en compte. Alors elle sera moindre en termes d'impact, mais c'est un effet attendu. Je laisse continuer Arnaud. Okay, donc je continue avec ce slide. Donc Jacques a rappelé on va dire des effets un peu simples qu'on a identifiés par rapport à, si vous vous rappelez, c'est mon slide sur les filtres. Vous avez tous ceux qui étaient en orange, clairement, ils sont dans ce que tu disais, ils vont avoir intérêt à aller s'ils ont moins de 200 000 euros assurés, ils ont intérêt à aller résilier et aller trouver. Donc ils ont les effets de la résiliation infra-annuelle et de la non-sélection médicale. Ceux qui étaient en rouge et qui avaient tous leurs projets qui avaient été annulés, eux aussi. Donc il y a tous ces gens-là qui ont intérêt à y aller. Donc, en termes de réaction possible des assureurs, finalement, il n'y en a que 3. Hein, c'est assez simple, hein, c'est assez trivial, mais ça fait pas de mal de le dire. D'abord, ceux qui vont exclure le segment lemoine, ceux qui vont vraiment dire on ne va pas dessus. Donc, alors pour l'instant, à ma connaissance, personne n'a communiqué comme quoi ils sortaient. On sait que certains acteurs sont sortis, mais personne ne communique spécialement là-dessus, bien évidemment. Ensuite, il y en a qui vont en revanche créer un tarif complètement lemoine, donc des conditions générales complètes lemoine. Là, on peut le citer puisqu'il est public. FISK, par exemple, il a sorti son produit lemoine avec un tarif et d'ailleurs des spécificités aussi dans le produit. Et il y a ceux qui finalement gardent le produit qu'ils avaient et qui l'adaptent. Et donc, ils adaptent et finalement, c'est un peu ce qu'on verra dans la dernière partie, c'est du coup, ils l'adaptent mais à quel prix ? Ils comptent sur quelle mutualisation. Et enfin, donc ça, finalement, on va dire que le marché c'est déjà plus ou moins décidé sur une des trois solutions. Et ce n'est pas des décisions qui sont uniformes par entité. C'est-à-dire que ça dépend aussi des canaux de vente et on va dire de qui rentre, enfin du portefeuille. Est-ce qu'il est très exposé lemoine ou pas? Donc les décisions, elles sont pas globales. Elles sont, je dirais, produit par produit, canal par canal. Voilà. Et donc après, sur ces contrats qui sont compatibles moine, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter le risque? Donc l'exclusion de pathologie, c'est le cas dans le fameux produit le moine d'AFISK. Il y a 4 pathologies qui sont exclues. Nous expliquerons que c'est pas les plus importantes, mais on commence déjà à adapter, quoi. Une clause d'antériorité, pourquoi pas. Donc comment juridiquement je m'assure, parce que la complexité ça va être ça, c'est comment au moment où arrivera le sinistre, j'arriverai à prouver que finalement la personne était déjà dans cet état-là et dans l'état de santé qu'elle a et qu'il y avait une préexistence. Donc ça va être toute une complexité, mais plutôt en moment de gestion de sinistre. Et enfin, comment dans mon process, je propose tel produit à l'un et tel produit à l'autre. Voilà. Je te repasse la parole pour la dernière partie. Merci. J'aimerais un petit peu rebondir dessus parce que comme vous le savez, la liste n'est pas exhaustive. Hein, c'est quelques réactions possibles. Il y a des réactions aussi qui sont un peu plus dans le détail où on se dit potentiellement, tout ce qui est investissement locatif, je n'en tiens pas compte. Les personnes qui sont à l'étranger, en Suisse, je les exclus du périmètre. Donc, on va encore un peu plus loin dans l'analyse. Alors, ça, c'est des sujets en fait discussion qui sont pris en charge en interne par des acteurs. Notamment, j'ai eu à accompagner quelques-uns, et donc il y a plusieurs possibilités, et chacun, selon son exposition au risque, à la cible moine, prend des décisions en interne et selon sa politique de souscription.
Ce qu'on va vous proposer cette fois-ci, c'est l'étude d'impact. Comme on vous l'a dit, un 3/4 d'heure, c'est assez short pour balayer tous les volets. Et donc pour cette étude d'impact, on a essayé de prendre un portefeuille moyen. Donc c'est un exercice qui peut être fait, qui peut être répliqué un peu partout en interne en fait chez les acteurs. Et sur ce portefeuille moyen, on essaie de voir en créant un nouveau produit d'assurance emprunteur, quelles sont les questions auxquelles on peut se poser en termes de rentabilité, en termes de résultats, et aussi est-ce qu'on suppose, enfin on en a parlé, tout à l'heure ça a été dit lors de la table ronde, tout ce qui est willingness to pay et capacity to pay. Donc ça c'est des éléments en fait qui doivent être pris en compte à la fin. On ne va pas faire juste un calcul actuariel pour dire on augmente de 15-20%. Derrière, c'est est-ce que derrière ce produit, et on peut le vendre, il y a des personnes, il y a un public qui serait prêt à l'acheter en fait, en quelque sorte. Et donc, dans un premier temps, on a pris le portefeuille moyen qui a été analysé. Là, vous avez sur la cible moyenne, c'était 55% en nombre et 18% en capitaux sur risque. C'est très important de distinguer les deux, parce qu'on peut avoir beaucoup plus de personnes en interne sur la cible moyenne, mais en termes de capitaux, comme on est sur des capitaux relativement faibles, les capitaux sous risque peuvent représenter un poids moindre. Donc sur cet exemple, cette simulation, on est plutôt sur du 18% et 82%. Et sur le même portefeuille, il y avait bien entendu des surprimes qui étaient appliquées. Et le poids des surprimes appliquées sur la population le moine, c'était à peu près 18%. Ce qui permet de calculer un ratio de perte potentielle. Je vous dispense de la formule, elle est à côté, mais le ratio de perte potentielle de 22%. Ça veut dire que tout simplement, si on reste ISO et qu'on appliquait plus de surprimes pour la cible le moine sur ce portefeuille, on perdrait à peu près 22% du chiffre d'affaires. Donc ça, c'est juste un calcul direct, c'est une règle de 3 à ce niveau. Et donc, sur le nouveau produit que l'on a souhaité lancer, je peux aller sur la partie d'après, on est resté à peu près sur des ordres de grandeur similaires, 15% en cible le moine, avec les caractéristiques que vous voyez, 30 ans, 130 000 euros sur 20 ans. En réalité, c'est des modèles point. Là, c'est le portefeuille moyen, mais derrière, c'est des modèles point qui ont été utilisés, qui permettent de cibler, d'avoir un peu cette structure-là. 30 ans pour la cible moine en termes d'âge à l'adhésion et 46 ans pour le scope, hors scope le moine. Pour les bases techniques, vous en avez tous en interne. Là, c'est des bases techniques qui vous parlent. La TH abattue de 75%, c'est un ordre de grandeur qui est observé sur le marché. Ça dépend des portefeuilles. On peut aller jusqu'à 80-85% sur les CSP+, ça se voit, et selon la sélection médicale qui est faite. Et là, on n'aura plus de sélection médicale, donc c'est assez important. Des chargements aussi, c'est un taux moyen qui a été utilisé dans le cadre de l'exercice. La loi de chute pour avoir une duration de 11 ans. Alors, pas de réassurance, on ne veut pas complexifier l'étude, déjà, c'est déjà bien d'avoir une première estimation. Et aussi, en termes de génération d'affaires nouvelles, on en a projeté 3. Sachant que selon les politiques internes, il y en a qui projettent sur 5 années d'affaires nouvelles et jusqu'à extinction du portefeuille. Donc là, pour l'exercice, on est resté sur 3 années. Alors, un élément qu'on a pris en compte aussi, c'est le fait, Arnaud l'a mentionné tout à l'heure, lorsqu'on met en place tout ce qui est suppression de la sélection médicale et aussi éventuellement la mise en place d'une clause d'antériorité, la question juridique se pose de l'opposabilité de cette cause. Dans cet exercice, on suppose qu'on ne peut plus opposer et donc ça fera une hausse mécanique de la sinistralité dans le cadre de la simulation. Dans les faits, c'est une question juridique et on aura peut-être des réponses dans les mois à venir. On suppose aussi qu'il n'y a pas de reroutage. Qu'est-ce que le reroutage en fait? C'est la capacité en fait pour certains, ça se voit un peu sur la santé, pour certains courtiers de tout simplement diriger un peu le tuyau en prenant des portefeuilles un peu risqués et les envoyant chez un autre assureur. Donc là, on considère qu'on n'en a pas. Mais bien entendu, c'est quelque chose qu'il faut peut-être tenir en compte pour les assureurs alternatifs. Les banques assureurs sont moins exposées parce qu'ils ont la population de façon, via l'agence, la banque de détail. Par contre, les courtiers pourraient être amenés, c'est un fait, à transférer en fait les profils un peu risqués pour changer d'assureur. Donc ça se voit parfois sur certains portefeuilles de la santé, sur la santé notamment, pourquoi pas sur l'emprunteur. Mais dans cet exercice, on suppose qu'il n'y en a pas. Et donc, plusieurs scénarios. Ce matin, c'était intéressant lorsqu'il parlait de scénarios. Donc, on a un scénario central qui a été mis en place. C'est tout simplement, on lance notre produit, mais en supposant qu'il n'y avait pas d'impact le moindre. C'est-à-dire avec le process habituel, le tarif qui existait, le tarif qu'on a pricé, et ainsi de suite. Et sur le scénario 1,
dans un premier temps, c'est se dire si toutefois j'appliquais la loi Lemoine, enfin j'appliquais la loi Lemoine, c'est-à-dire je n'ai plus de questions d'informations sur l'état de santé des personnes, et donc je perds l'information sur la surprime potentielle. Donc les 18% là vont impacter mon portefeuille. Alors je ne fais pas de révision tarifaire et je ne prends pas en compte d'effet de sélection médicale. Le second scénario, c'est de dire qu'en partant du scénario 1, cette fois-ci, je tiens compte de la suppression de la sélection médicale. Alors, on a mis un taux de 15%, sachant que sur le marché, et selon les portefeuilles, on peut voir de 8 à 25%. C'est des ordres de grandeur observés. Il n'y a pas de vérité absolue, ça dépend de votre portefeuille et de votre process de sélection médicale. L'effet d'aubaine chiffré à 8%. Pourquoi 8%? C'est un chiffre assez arbitraire. Nous n'avons pas fait de calcul. Sur le plan actuariel, on peut s'amuser à voir les personnes malades et éventuellement qui pourraient être amenées à souscrire en fait, de l'assurance emprunteur. Mais dans la réalité, ce que moi je préconise en tout cas, enfin, ce que nous préconisons à nos clients, c'est de partir d'un niveau un niveau donné et éventuellement faire des études de sensibilité. Ça permet de mieux voir l'exposition parce que toutes les théories actuarielles, enfin théories statistiques derrière, ne sont pas forcément une vérité absolue. Donc avoir un taux donné et ensuite faire une étude de sensibilité. Alors, l'inopposabilité des refus à 5%, donc là c'est sur le portefeuille donné, c'est-à-dire toutes les personnes qui étaient auparavant refusées pour fausse déclaration ou éventuellement pour antériorité, nous les avons incluses dans le portefeuille, ça fait 5% d'impact sur la sinistralité. Et le dernier scénario, c'est tenir compte de la RIA avec 50%, alors c'est un peu extrême, mais un choc de 50% sur les lois de chute. Voilà. La question qui se pose, c'est en faisant des projections et en fonction des résultats auxquels on sera confronté, est-ce qu'il faut faire une révision tarifaire? Donc ça, c'est une question qui s'est posée pour la plupart des acteurs. Et si oui, est-ce qu'il faut raisonner en montant ou en taux? Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a des politiques de souscription qui sont faites sur le marché, qu'on observe sur le marché. On raisonne en taux, en disant je suis au-dessus de 5%, donc j'accepte, deal, c'est bon. Alors que vous verrez que ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. Donc ça dépend. Oui. Non, pardon, je vais juste reprendre la question parce qu'il y a des personnes en streaming. Et donc la question que vous posez, c'est est-ce que l'augmentation, on l'a précisé, c'est sur l'ensemble du portefeuille en fait. Là, comme la RIA, c'est tout scope, enfin, c'est pas que la cible. Pourquoi ceux qui ne sont pas surprimés résilieraient-ils? Parce que la RIA, en fait, si toutefois ils avaient, enfin, on va y répondre après, mais si toutefois ils avaient une proposition qui est plus intéressante, à partir du moment où ils peuvent résilier à tout moment. S'ils ont un contrat qui est plus intéressant, une meilleure couverture, je ne sais pas, je vous écoute là. Enfin, à partir du moment où ils sont concernés, ils pourraient être amenés à résilier s'ils trouvent une proposition qui est meilleure et si toutefois il n'y a pas de question médicale en fait. Voilà. Ça c'est très important d'ailleurs parce que, enfin, je ne l'ai pas présenté là, mais c'est une étude que je mène en interne chez Forced. On a posé des questions à un ensemble de populations, à peu près de 200 personnes. Est-ce qu'elles ont envie à partir de quelle baisse tarifaire elles seraient prêtes à changer d'assurant s'il y a des formalités médicales et sans formalités médicales. Et là, on voit la réaction des personnes. Donc, sur cette population, oui, il y a des personnes qui veulent le résilier. Donc là, c'est un choc, ça reste une hypothèse, mais ça permet de voir un peu l'impact de la réflexion. Okay. Alors, en termes de résultats, rappelez-vous, là, je reviens, on est sur 15% d'exposition sur la structure Lemoine. Vous avez les différents scénarios qui ont été projetés. Le central, alors sur ce portefeuille, bien entendu, on est sur un scénario central où on avait un résultat d'1,4 million en termes de montant et de 7,8% à peu près en termes de taux de rentabilité. Et en appliquant les différents chocs, on se rend compte que sur l'ensemble du portefeuille, on est amené à avoir une baisse globale, ça reste encore des hypothèses de simulation, de 16% sur l'ensemble du portefeuille. Et là, c'est une baisse en termes de montant de résultat, c'est-à-dire notre résultat passe de 1,4 million à 1,2 million, donc 16% de baisse au total, et avec des effets relatifs selon le scénario. Le scénario 1, qui est la perte de mutualisation, il a un impact de 3,2%, après on verra pourquoi. Celui de l'effet d'aubaine et puis de la sélection médicale, on est plutôt sur 1,3% en termes d'impact supplémentaire. Et après, la résiliation, c'est 11%. Ce qui est intéressant à avoir ici en tête, c'est qu'on est sur une exposition qui n'est pas très élevée. On est sur 15% pour la cible moine. Après, c'est le jeu qu'on fera, c'est de changer un peu ce rapport pour voir un peu quelles sont les réflexions que l'assureur pourrait avoir.
La baisse du résultat global, elle est observée, ça on s'y attendait. Par contre, il y a un élément qui est très important selon le scénario, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fonction de la politique de souscription, si votre politique de souscription, c'est de se dire que au-delà de 5%, j'accepte le contrat, vous avez l'effet de la résiliation qui est très élevé, on est sur moins 16% de façon globale, mais en termes de taux de renta, on est sur un taux de rentabilité qui serait acceptable. Donc la question, en fait, c'est qu'en termes de réflexion derrière, il faut quand même ne pas se focaliser uniquement sur le taux, mais avoir un ensemble d'inputs en fait, pour la prise de décision. Et sur ce portefeuille, sur cette simulation, si toutefois l'assureur souhaitait revenir en fait, sur le niveau de rentabilité qu'il avait auparavant, c'est-à-dire sur le 1,4 million, il doit augmenter son tarif de 25%. Vous voyez, ça commence à faire des taux qui ne sont pas négligeables. 25% d'euros sur un tarif donné, il va falloir que les personnes en face veuillent accepter et aussi, surtout, que la concurrence aussi ait des propositions qui ne soient pas forcément plus faibles que cela. Le deuxième scénario, et du coup, ce que je disais, c'est que nous avons fait plusieurs sensibilités sur la répartition. On est avec 15% sur le scope le moine, et au fur et à mesure, on essaie d'augmenter ce poids. Et ce n'est pas irréaliste. Vous avez des portefeuilles sur le marché où on est plutôt sur un tiers, 2 tiers, ou plutôt 50-50. Donc ça dépend des portefeuilles. Si on est sur du rachat de crédit, en fait, ça dépend du business model derrière. Donc les chiffres ne sont pas forcément utopiques. Peut-être le 2 tiers, 1 tiers, il est un peu extrême, mais jusqu'à 50, c'est en termes de capitaux sous risque, c'est des chiffres qu'on peut observer sur certains portefeuilles en interne. Et donc, le résultat, on s'y attendait un petit peu, mais ça permet de voir un peu l'ordre de grandeur. Vous avez une baisse de 22% pour le premier scénario, c'est-à-dire avec une structure le moine à 33%. Et si toutefois on veut revenir sur les taux, sur le niveau de résultat qu'on avait avant, ce serait 30% d'augmentation tarifaire. Ça commence à faire beaucoup. Par contre, si on raisonne en taux, en disant je veux avoir le même taux de rentabilité, ce serait plutôt 14%. Vous voyez, ça devient un impact en fait qui n'est pas négligeable. Et en poussant le curseur sur les 50%, c'est 29% de baisse au global, des hausses sur les taux qui sont très élevés, 20 à 40%. Et Arnaud, tu peux passer celui-là. Et le dernier scénario, qui est un scénario un peu extrême, 2 tiers sur la cible moine et plutôt 1 tiers, là on s'est ramené à faire des hausses tarifaires très, très importantes de 23 à 40%. Donc lorsqu'on entend, parce qu'il y a des acteurs du marché qui commencent à mettre un peu la tendance en disant je fais du plus 15%, du plus 20%, du plus 25%, ça dépend de leur exposition en interne. Et donc, il n'y a pas forcément de réalité absolue, de réalité générale. Il faut quand même faire l'étude en interne et aussi, bien sûr, faire un benchmark pour pouvoir savoir si on reste compétitif et si les personnes veulent s'assurer. Et donc, pour terminer... Allez, moi, je fais la conclusion parce que tu as beaucoup parlé. Je te laisse respirer 2 minutes. Non, et après, on prendra peut-être des questions si vous en avez. En conclusion, en fait, la première conclusion, c'est qu'on est tous actuaires, on peut tous avoir une vision du risque, alors entre 0 et 100% de majoration sur ce segment, mais en fait, il y a aussi ce qu'est prêt à accepter le marché, et ça, aujourd'hui, pour l'instant, on n'a pas l'impression que ça va être des plus 50, ça sera plutôt des plus 25, voilà, de ce qu'on entend. Ça, c'est un premier point, donc vision technique, vision marché, et ensuite, on ne sait pas un peu ce qui va se passer sur tous ces effets d'aubaine, donc ça, encore une fois, il y a aussi des paris sur le sinistre juste en dessous de 200 000, etc. Donc on va avoir un petit peu comment cela évolue. Donc aujourd'hui, on est au début. C'est un changement qui est majeur. En fait, c'est un marché qu'on a vu avec le graphe de Tchèque depuis. Alors il y a la convention Bélorgette, tu l'avais pas mis, mais depuis 2007, on voit qu'il y a plein de lois, plein de réglementations qui sont intervenues. Et là, on a vraiment quelque chose qui change vraiment la donne. Donc bien malin celui qui sait comment ça va évoluer l'an prochain. Ce qui est intéressant, si on regarde sur des marchés qui étaient plus libérés, qui se sont libéralisés, par exemple l'énergie en 2007 avec EDF, aujourd'hui il n'y a que 28% des gens finalement qui sont sur des fournisseurs d'énergie alternatifs. Tu parlais de la téléphonie mobile, c'est beaucoup plus réparti, beaucoup plus éclaté. Donc à voir où en sera l'assurance emprunteur dans 1 an. Et après, c'est un marché aujourd'hui qui fait 15% chez l'alternatif, même s'il passe à 30, ça fait qu'il s'adboucle, donc ça va attirer quand même pas mal d'intérêt. Et puis voilà un petit peu la conclusion. Donc à voir comment va évoluer ce marché, comment chaque acteur va essayer de défendre aussi ses intérêts. Merci pour votre attention et
Nous sommes ouverts à toutes les questions. Je ne sais pas tout à l'heure, il y avait la question sur le choc tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est beaucoup plus clair pour vous ou s'il y a d'autres personnes qui souhaitent poser des questions. Le micro, je ne sais pas. Ah, ok, il est là. Alors, comme on est, pour ceux qui sont à distance, voilà, si vous avez une question, il faut vous la poser au micro pour qu'on vous entende à distance. Ou à la limite, on peut répéter. Mais non. Je suppose que c'est clair du coup. Super, merci. Bon, bonjour. Moi j'ai une petite question qui concerne le droit à l'oubli qui fait partie de la loi Lemoine, où on est passé de 10 à 5 ans pour les cancers. Il y avait avant des tarifications médicales qui pouvaient être appliquées. Celles-là disparaissent. Donc je suppose que vous avez aussi évalué l'impact du droit à l'oubli sur tous les portefeuilles, parce que ce n'est pas juste sur la partie Lemoine, c'est tout le portefeuille. Oui, tout à fait. Oui. Alors, dans l'étude d'impact qui a été faite, nous ne l'avons pas intégrée. Effectivement, c'est quelque chose qu'on pourrait prendre en compte, mais il faudrait avoir des informations. C'est-à-dire sur le portefeuille moyen, comme c'est un ensemble de portefeuilles agrégés que nous avons pris, nous n'avons pas pris en compte le choc lié au droit à l'oubli. Mais en effet, pour une étude plus poussée, sans considérer le droit à l'oubli, vous voyez les impacts tarifaires qu'on peut avoir. Donc en considérant le droit à l'oubli aussi, cela peut avoir un impact. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Question ou commentaire, enfin encore une fois, c'est intéressant aussi d'échanger. Je pense qu'on est tous à se poser la question de comment ça va évoluer. Donc allez. Voilà, ça peut-être motiver plus de prise de parole. Oui, plus les commentaires. Bonjour, j'avais une petite question sur les hypothèses. Quand vous dites par exemple 85%, 15%, concrètement, comment vous expliquez cela en fait? Vous dites je prends 15% de contrats concernés par le moine et 85% non concernés. Comment vous faites? Oui, en fait là si vous voulez, on est parti sur un... Comme vous le voyez au départ, on avait fait une petite analyse sur le stock. On était à peu près sur le 82-18 en termes de répartition. Avant ça, s'il te plaît. Voilà. Là, en fait, sur le stock qu'on avait, le portefeuille agrégé, on était sur du 82% à 18%. Et donc, ce qu'on s'est dit, on s'est dit qu'a priori, en lançant un nouveau produit, on serait sur une répartition qui serait similaire. Ça reste encore une hypothèse, parce qu'à chaque fois qu'on lance un nouveau produit, il y a une cible, notamment. Ça peut être une cible à 15% pour la partie Lemoine ou un peu plus élevée. Chaque acteur, lorsqu'il lance son produit, a sa cible, en fait, dans un premier temps. Et donc, c'est pour ça, c'est à partir de ce stock, on s'est dit qu'on restait sur du 15 à 85%. Et après, par contre, on a fait le jeu en fait de changement, en disant si on passe de 15% à 33% et à 50%. Donc dans un premier temps, ça reflète la structure du portefeuille et ensuite faire les études de sensibilité pour voir jusqu'où on pourrait être amené à faire évoluer le tarif. Ah non, ah oui. Il faut commencer la question. Les paramètres que nous faisons changer, c'est le seuil ou c'est... Pardon ? Non, mais qu'est-ce qui vous permet de calibrer votre portefeuille pour dire que je suis à 15, à 20, à 25 ? Oui, d'accord. Là, si vous voulez, c'est au niveau des capitaux sous risque, à ce niveau. Là, vu qu'on avait... en réalité, vous avez un portefeuille qui est... là, on a mis deux modèles pointes, mais... Attendez, je vais juste aller plutôt là. Là, si vous voulez, on a mis deux modèles pointes, il n'y a que ça, mais derrière, dans la réalité, il y a beaucoup, la population elle est plus importante. Et donc, l'idée, c'est de changer la structure, le poids, en disant qu'en fonction des capitaux que je vais avoir, sur la cible Lemoine, les moins de 30 ans, je mets des capitaux qui font que le poids assuré n'est plus de 15%, mais plutôt de 33% ou de 50%. Donc, je joue sur les montants, les différents montants à ce niveau. En fait, c'est comme lorsque vous lancez un produit, vous avez une cible, vous dites que vous avez 10% qui seront entre les 40 et les 45%, peut-être 30% pour les moins de 40 ans. Et donc là, c'est cet élément qu'on a modifié. Pour calibrer, c'est les capitaux sous risque. Alors, oui. Oui, d'abord un commentaire. Effectivement, on ne sait pas très bien si cette loi va enrichir les assurés, les assureurs ou les courtiers, mais ça va en tout cas enrichir les actuaires. Ça, c'est sûr, c'est une bénédiction pour la profession. Je suis d'accord. Non, une question. Est-ce que, je pense que tout le monde fait un peu ses calculs dans son coin, est-ce que vous échangez entre vous
sur ces modèles. Je crois qu'il y a une commission assurance emprunteur au sein de l'Institut. Est-ce que vous travaillez justement sur un modèle d'impact avec typiquement des hypothèses qui seraient un petit peu convenues ensemble, sur lesquelles il y aurait des convergences? Très bonne remarque sur l'enrichissement et également, pardon, il faut juste qu'il n'y ait pas d'écho. Pour dire en fait, ces travaux, nous les avons amorcés il y a longtemps. Enfin, comme je l'ai dit, il y a une matinale qui avait été faite en avril, et c'est des informations que j'ai eu à partager au groupe de travail de l'Institut des actuaires. J'ai transmis aux responsables notamment. Je ne suis plus dans le groupe de travail sur l'ADE. J'y étais l'année dernière, mais j'ai arrêté. Par contre, je sais qu'il y a c'est des informations qui sont libres d'accès. C'est des choses que je pourrais partager avec plaisir. Après, le modèle qui est utilisé, c'est un modèle interne, bien entendu, de projection, mais toutes les hypothèses et toutes les réflexions derrière, c'est des choses que je pourrais partager. Donc ça a déjà été partagé aux responsables du groupe de travail de l'IA. Et je sais que côté France Assura également, il y a des travaux qui vont au-delà des hypothèses techniques, mais sur la réflexion juridique derrière, parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Donc il y a des travaux aussi qui sont faits pour ceux qui sont membres de France Assura. Donc, je ne sais pas s'il y a une autre remarque. Il ne faut pas hésiter, pour les acteurs aussi qui veulent partager leur expérience, parce que ça occupe beaucoup d'acteurs, et il y en a qui ne sont pas forcément prêts. On ne l'a pas mentionné, mais il y a des sanctions pour ceux qui ne seront pas prêts. C'est le côté un peu dur de la loi, mais derrière, quelles sont les difficultés? Parce qu'il y a la loi, il y a le projet de loi, mais il y a aussi la mise en place, avoir fluidifié le parcours, aller proposer un parcours full, essayer d'orienter pour ne pas qu'il y ait des questions sur tout ce qui est investissement locatif pour limiter. Donc c'est la mise en place, il y a un souci IT derrière. Donc il y en a qui sont agiles, qui ont pu le faire assez rapidement. Je pense notamment aux acteurs, aux startups ou éventuellement aux courtiers. Dans certaines grandes boîtes, c'est un peu plus dur, en fait, c'est un peu plus long à mettre en place. Donc je ne sais pas si vous voulez partager des informations là-dessus ou donner votre avis. On est dans les temps. Je ne sais pas si on peut prendre une dernière question, s'il n'y en a pas. Merci de votre attention et puis c'est une très bonne journée à tous. Merci à vous.